Mais l'histoire de l'avenir, elle est à la fois très drôle et bizarre, je sais pas. En fait, c'est venu d'une immense frustration. Comme j'avais travaillé 4 ans et demi pour le ministère de la Justice, pas directement, enfin indirectement, et que j'avais vu passer, je crois, à peu près 1000 enfants et adolescents, et dans un centre d'accueil, un centre d'observation, ça s'appelait à l'époque, et ça n'avait servi strictement à rien. Ou bien de faire de l'accueil, ou bien faire de l'observation, comme on disait à l'époque, qui était quand même très fort, proche de ce qu'on faisait, observation anatomique ou botanique, etc. Enfin, c'est un mot un peu ridicule pour moi. Mais enfin, ça n'avait servi strictement à rien, parce que je crois que tous ceux que j'ai connus à l'époque, presque un millier, c'est pas une blague, hein, ont terminé ou mal, ou à l'hôpital psychiatrique, ou en prison, ou morts. Ou rien. Si c'était rien, c'est parce qu'il n'y avait rien à l'avance. Il n'y avait pas de trouble à l'avance. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être faire autrement. Et alors, j'ai l'habitude de dire d'ailleurs que l'advenir, elle m'est venue dans la tête en roulant en voiture. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'étais en voiture, j'avais une obsession, c'était de trouver une manière de faire autrement, de faire autre chose. Et au bout de plusieurs mois, je me suis dit que j'avais peut-être trouvé qu'il fallait faire. Pour faire autrement, il fallait réinventer tout. C'est à partir de ça que après avoir trouvé des bâtiments, être parvenu à pouvoir avoir un prêt pour pouvoir les acheter, que la SBL a fait l'advenière. On a reçu à ce moment-là quelques centaines, au moins 120 demandes de prise en charge d'enfants, d'adolescents qui posaient des gros problèmes. Bon, pourquoi on a reçu ça? Mais parce que j'avais quand même travaillé 4 ans et demi avec beaucoup de juges de la jeunesse, etc. Les bâtiments de l'avenir, il fallait les aménager pour que ça devienne habitable pour les impétrants, si j'ose dire. Donc pendant 2-3 ans, on a travaillé à refaire les bâtiments pour transformer une ferme en un établissement qui pouvait accueillir des mouflets, des adolescents, etc. Et le 18 février 1976, qui est le jour le plus affreux de ma vie, à mon avis, je crois qu'ils étaient 18, les 18 gosses sont arrivés à l'advenière de quart d'heure en quart d'heure. Mais comme ils étaient tous d'abord des personnes très mal dans leur peau, très mal par rapport aux autres, ne se connaissant pas, parce qu'ils ne se connaissaient pas, mais nous on les connaissait, mais bon, ils ne se connaissaient pas ensemble. La première journée et les autres qui suivent,
ont été absolument horribles parce qu'on mettait soudain ensemble 18 personnes bourrées de problèmes sociologiques, psychologiques, c'est comme on veut, à qui soudain on avait dit quand même, je pense, je batifole quand je dis ça, à qui on avait dit qu'ils étaient libres. Et la liberté, après avoir été dans des établissements, des boîtes où on n'a pas de liberté, c'est évidemment tout à fait impossible à supporter en une journée. Alors, ça a été un bordel absolument extraordinaire. On a commencé, la première fois que j'ai eu l'idée saugrenue, évidemment, pour beaucoup, enfin pour beaucoup, pas à l'avenir, mais pour beaucoup en dehors, de voyager, on est parti dans les châteaux de la Loire. Bon, partir dans les châteaux de la Loire avec 18, 20 gosses qui, n'est-ce pas, n'ont pas droit à la culture, c'était pour moi évident, mais peut-être pas pour tout le monde. Mais je me souviens qu'arrivé à Chenonceau, je crois que c'est Chenonceau, oui, qui est un château Renaissance très fin, très fragile, etc., avec tous nos pétés, les gardiens nous ont regardés de travers, se disant qu'on n'allait pas laisser entrer des pétés comme ça dans Chenonceau, mais bon, on est entré quand même. Et on a visité Chenonceau, puis on est sorti. Et à la sortie, les gardiens ont dit, mais c'est extraordinaire, ils sont beaucoup mieux que tous les enfants des écoles qu'on avait passées ici. Bon, après on a voyagé partout, enfin partout non. Il y a eu des moments comme un peu, j'ai envie de dire bizarres de ma part. Je me souviens qu'un jour, on avait un bus et on voulait aller dans je ne sais quelle abbaye en Belgique. Et au moment de tourner à gauche pour aller à l'abbaye, je me suis dit, ben, on va aller au Danemark plutôt. Et on est parti au Danemark, seulement, quand on allait seulement à l'abbaye en Belgique, on n'avait rien, on n'avait même pas de savon ou des suies. On est quand même parti à Copenhague, on est allé voir la petite sirène, et puis on est revenu. Voilà. C'est vrai que ça paraît peut-être déraisonnable, moi je n'ai pas l'intention d'être raisonnable, mais c'est pas tout à fait fou. Parce que ces choses-là, les mouflets les ont gardées. Et au lieu d'être à l'abbaye de Marais-Dessous, je ne sais plus quoi, moi. Donc, voilà, le voyage, c'est quelque chose de fondamental quand même. Hein. C'est aller ailleurs, c'est voir ailleurs, c'est revenir aussi. C'est pas des vacances, parce que les vacances, c'est le vide. C'est voyager, c'est-à-dire aller voir ailleurs ce qui se passe, aller voir la différence. Je crois que c'est des choses comme ça qui passent dans ma tête. À l'Alhambra, je me souviens que tous les touristes sont foutus le camp. Parce que il y avait les mouflets de la Vinière qui étaient là, et qui allaient voir la cour des lions, etc. Ils sont tous partis. Il n'y avait plus personne dans l'Alhambra. À Grenade. Pour moi, ça a toujours été absolument normal et évident que les mouflets de la Vinière avaient le droit d'aller n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, à condition qu'ils ne dérangent pas. Qu'ils ne dérangent pas volontairement. S'ils dérangeaient parce qu'ils existent,
C'est le problème des gens qui sont dérangés, pas des gens qui dérangent. J'ai jamais supporté qu'on puisse imaginer, qu'on puisse faire en sorte que des êtres humains, et non pas des chiens, soient obligés de faire des choses parce que d'autres lui ont dit. C'est par exemple l'obligation c'était déjà dans les lois de l'époque, dans les lois du ministère de la Santé, de les occuper, de les activer, de leur faire des activités. Enfin, et ne rien foutre, c'est peut-être une activité aussi. Et faire, c'est aussi une activité, ou ça n'en est pas une. Il faut que tout soit relativisé. Alors, ce qu'il faisait, ben, je ne sais pas, on a fait énormément de choses. On a voyagé, on s'est promené, on a créé, mais c'était pas dans les normes habituelles qui avaient été édictées par ou le ministère de la Santé ou d'autres organismes indépendants ou dépendants, pas dans leur façon de voir les choses. Je sais pas comment on peut d'ailleurs décider à la place des autres. C'est assez insupportable. C'était laisser vivre, faire vivre, permettre de vivre, mais pas obliger. Il faut peut-être laisser, quel que soit le pseudo-état mental ou l'état mental des gens, leur laisser la liberté aussi. Même s'ils sont coincés dans leur pathologie, ils doivent rester libres. Un petit peu en tout cas, toujours un brin de liberté, même dans les cas les plus lourds, les plus graves, les plus coinçants, les plus fermés. Il faut, mais pas la liberté dans le sens où les non-vaccinés sont libres. Hein. La liberté, c'est pas ça. La liberté, c'est la liberté de penser. La liberté, c'est celle des prisonniers dans un cachot qui se sentent parfaits. Il y a des gens qui ont écrit des très belles choses là-dessus. Même si j'étais dans un cachot enfermé, je serais complètement libre. Libre de penser, en tout cas. Ça, on ne peut pas empêcher. Mais évidemment, les gens qui pensent ne savent pas qu'ils ne sont absolument pas libres. Mais bon, on peut écouter, entendre, parler, répondre. C'est quand même la parole qui compte, tout le reste. C'est avec la parole qu'on devient malade et qu'on soigne. C'est les mots qui comptent. C'est la façon dont c'est la manière dont on parle. C'est ce qu'on dit qui compte. Tout le reste, c'est des couilles, quoi. C'est parce que je viens de voir que Toscaïès disait en analyse, en psychanalyse, celui qui est dans le divan déconne, je le laisse déconner, et moi, qu'est-ce que je fais? Je déconne aussi. Dans mon coin. C'est tout. Je n'interviens pas, je déconne à mon tour. Et puis quand il a fini de déconner, ben j'arrête aussi. Mais c'est des choses comme ça. Il n'y a pas grand-chose de sérieux finalement dans tout ça. Tout ça est très sérieux. Très. Mais pas comme on l'entend d'habitude. Mais c'est très sérieux. Et c'est tellement sérieux, c'est pour ça que c'est tellement difficile, et c'est pour ça que peu de gens comprennent. Tellement c'est difficile de ne pas être sérieux. J'ai envie de dire, il y a eu énormément d'investissements, énormément de la part de beaucoup de personnes. Pendant des dizaines d'années.
Et même si ça n'a permis qu'à un seul des mouflets de ne pas être mort, interné, ça justifie ce qui a été fait. Un seul. Or, c'est pas un seul. Mais un seul suffit. Peut-être que ça vaut la peine de fatiguer 100 personnes pendant des dizaines d'années pour sauver la peau d'un seul. C'est ça que je veux dire. Si Jean-Claude n'est pas mort à Tournai, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pour permettre qu'il ne soit pas mort. Sans qu'on le sache. Sans qu'il y ait d'objectif, de but. Simplement essayer de vivre, ou d'essayer de faire vivre. Donc, je pense qu'il faut... C'est difficile, hein, mais il faut bien se dire que, on va dire un mouflet psychotique, on va employer un mot à la con, mais pour fabriquer un psychotique, il faut énormément de ratage. C'est pas parce que la maman était méchante, le papa a été un enculé, ou tant de bêtises. C'est ce qu'on raconte dans les films et dans les livres de vulgarisation et autres. Il faut beaucoup de choses, beaucoup d'interférences, beaucoup de facteurs qui font que ça se coince. Eh bien, pour réparer, il faut encore beaucoup plus de choses parce qu'il est quand même beaucoup plus difficile de réparer une tasse qui vient de tomber par terre que de la fabriquer. Mais c'est à peu près la même chose. Pour réparer la maladie mentale, on va l'appeler comme ça pour faire plaisir, pas à soi mais à d'autres, c'est aussi difficile que de réparer une tasse et qu'on ne voit pas qu'elle est cassée. Ou alors il faut l'accepter cassée. Ce qui n'est pas une mauvaise idée non plus d'ailleurs, ça n'empêche pas de boire. Mais je m'excuse de faire des comparaisons très, très simplistes, mais je pense que c'est la seule façon de comprendre ce qui peut se passer dans ce qu'on appelle la thérapie, on rappellerait la thérapie institutionnelle. Enfin voilà. Il y a quand même une perversion totale. Il y a une perversion totale dans l'attitude, pas seulement de l'extérieur, même de l'intérieur, dans l'attitude que les gens ont vis-à-vis de la Vinière. Donc, quand la Vinière était dans la merde parce que il n'y avait plus d'argent, parce que oui, on a un tas de raisons comme ça, parce qu'on ne parvenait plus à payer, que les gens n'étaient pas payés, qu'on ne payait pas le ONSS, des choses comme ça. Il y a eu une période qui a duré quand même des années, très difficile. Mais ce que les pouvoirs publics et d'autres n'ont pas compris, c'est qu'il était parfaitement impossible qu'on arrête. Parce que les gens qui y étaient, la Vinière, les mouflets, qui y étaient, empêchaient totalement qu'éthiquement, moralement, comme on veut, on puisse arrêter. Donc, on vivait dans des situations parfois très précaires. Parfois sans chauffage, parfois sans union. La seule chose qui n'ait jamais été en question, c'est la nourriture. Parce que ça, on avait quand même les moyens de pouvoir acheter à manger, de pouvoir faire à manger. Ça ne veut pas dire que les gens étaient payés. Actuellement, il y a des gens qui regrettent cette période-là, ou font semblant de la regretter.
en disant « Ah là, c'était quand même, c'était bien quand même ». Non, c'était pas bien, c'était horrible. C'est une chose. L'avenir actuellement, depuis des années, c'est l'inverse. Je veux dire que on ne fait plus à manger sur un feu avec un tuyau qui ramène du gaz, avec un tuyau peut-être même percé. Il y a une cuisine moderne, il y a tout ce qu'on veut. Donc les choses sont très différentes parce qu'il y a des choses qui ont changé. Ce qui est pour moi amusant, que j'ai compris il y a seulement quelques mois, c'est qu'en fait les gens qui critiquent maintenant que l'Advinière aille beaucoup mieux et regrettent un passé que peut-être ils n'ont pas connu, ou en tout cas pas enduré, en disant qu'actuellement ce n'est plus l'Advinière parce que c'est trop clean, on va dire. C'est la même critique que ceux qui, à l'époque, disaient que l'Advinière c'est de la merde parce que on faisait à manger par terre. Mais c'est la même chose. C'est en fait ne pas supporter que l'Advinière existe dans son idée fondamentale. Alors que cette idée fondamentale donne ou bien des situations très difficiles parce que socialement elle est inacceptée et inacceptable, ou donne actuellement l'idée que l'Advinière sans bourgeoise, mais c'est les mêmes qui disent la même chose. Ce sont les mêmes imbécilités, d'un côté comme de l'autre. Mais comme il y a tricherie évidemment dans la pensée, ça donne ça. C'était quand même mieux avant. Mais avant, ils n'étaient pas là pour compenser et ils n'ont pas dû supporter. Et maintenant, ils ne sont pas là non plus. La structure institutionnelle, c'est l'inverse de ce qui est établi. Ce qui est établi, c'est quelque chose que... Voilà. L'établi, selon l'établi, on travaille. Et ça ne bouge pas, l'établi. Donc l'établissement ne bouge pas. Et l'institution, c'est quelque chose qui peut être totalement et qui devrait tout le temps être en mouvement, ouvert à ce qui peut se passer, et qui peut se répondre à ce qui se passe. C'est deux choses différentes. Bon, surtout qu'en français, c'est la plupart des... On entend souvent quand même les gens parler d'institutions en parlant d'établissement. Hein, l'erreur monumentale de confondre la matérialité des choses, c'est-à-dire l'établissement, et l'esprit des choses, c'est-à-dire l'institution. Donc c'est toujours en mouvement, ça change tout le temps? Oui, évidemment, parce que si ça ne change pas, on est dans la mort. Il ne faut pas vouloir. Il n'y a pas des gens d'un côté qui veulent arriver à ce que quelqu'un soit soigné ou aille mieux. Parce que plus on veut ces choses-là, moins ça marche. Il faut aussi laisser la liberté à la destinée. Parce que si on ne lui laisse pas la liberté, elle se fige. Et alors, si elle est figée, on est dans la maladie mentale. C'est comme les parents qui veulent que leur mouflet devienne médecin. Ils veulent. Et puis il devient Einstein. C'est raté, évidemment. Ou rien du tout. On n'a pas... C'est tellement ridicule de vouloir à la place des autres, c'est-à-dire lui enlever sa liberté, la vraie, pas la liberté à la con dont certains parlent maintenant, ou ces temps-ci. Non, projet à la place des autres. C'est quelque chose d'affreux pour moi, c'est monstrueux même. Si on avait des projets à ma place, je crois que je n'existerais pas. Parce que je crois qu'il n'y a jamais personne qui a eu de projet pour moi d'ailleurs.